Bonjour et bienvenue à la réunion de Chantier de France spécial directeur matériel. C'est l'épreuve imposée aux directeurs matériels à cette période de l'année. Ils doivent se déterminer et préparer leur budget pour l'année prochaine. Dans la période actuelle, l'exercice est particulièrement complexe. Faut-il continuer à acheter du neuf? Quelle stratégie développer pour l'année prochaine? Ce sont les sujets que nous allons aborder avec nos invités ce matin, que je vous présente tout de suite. Bertrand Capel, bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur matériel de Bouygues TP merci de l'invitation. et de la société VSL. Vous nous expliquerez la différence. Frédéric Bielorukhi, bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur matériel et atelier avec un S du groupe L'Hôtelier. tout à fait. Thierry Poyer, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Vous n'êtes pas directeur matériel, Non. mais vous êtes le directeur France de Richie Bros. Vous nous expliquerez le rôle que peuvent avoir les occasions dans le contexte actuel. Avec plaisir. Bertrand Capel, ma première question est pour vous. Pouvez-vous nous préciser votre périmètre exact au sein du groupe Bouygues TP? En fait, j'ai deux casquettes. Je gère côté Bouygues TP, la partie terrassement, fluvial et maritime. On a une base technique à Bourg-les-Valences. Et la deuxième casquette, qui est celle de VSL, où là, le scope est principalement la fondation spéciale. Et donc, un dépôt matériel à Hong Kong et un autre dépôt en cours de montage sur l'Angleterre. Donc une dimension mondiale avec VSL en particulier, une dimension Oui. plus régionale à l'échelle du monde avec les TP de Bouygues. C'est tout à fait ça. Merci Bertrand. Frédéric, vous êtes plus régional, les Hauts-de-France et au-delà. Les Hauts-de-France, Expliquez-nous un petit peu votre les périmètre. Hauts-de-France et la Normandie, on va dire tout le nord de la Seine, c'est notre périmètre. Donc, j'ai en charge tout le parc matériel du groupe L'Hôtelier, donc les achats pour les exploitations et ainsi que la maintenance, avec une quarantaine de personnes qui gèrent cela sur tous nos ateliers sur le nord de la Seine. Et des ateliers avec un S. Oui, Combien d'ateliers 6 exactement ateliers sur ce périmètre. sur ce petit périmètre, ce qui veut Ouais. dire quelque chose d'une maintenance et un entretien très intégré. Très Chez intégré, c'est l'hôtelier. une quarantaine de personnes et c'est 1500 personnes pour le groupe, donc du monde à travailler tous les jours. D'accord. Bertrand, dans votre direction, comment êtes-vous organisé, puisqu'on a vu qu'il y avait différents niveaux d'intervention, des gens plus à l'international, voire l'expatriation, et des gens plus sédentaires, notamment sur la plateforme principale du groupe en France. Alors sur Bourg-les-Valences, en fait, on est à peu près au maximum à 80 personnes, entre 60 et 80 personnes. La base technique de terrassement, on est sur 70% de matériel de terrassement pur et une trentaine de pourcents sur l'activité qui est le TFM et une partie de la fondation spéciale, puisque Travaux maritimes et fluviaux, je Voilà, précise. pardon. Effectivement, travaux maritimes et fluviaux. Donc, pour les Valences, parfois répare le matériel pour la fondation, en temps masqué pour l'Angleterre. Donc, en fait, il y a une interconnexion qui peut se produire. Bien sûr que les personnes qui sont basées à Bourg-les-Valences sont plutôt gérées sur la France. Ils n'ont pas lieu d'aller en déplacement international. Là où, à la différence de la fondation spéciale, et on a le personnel qui est mobile, puisqu'on couvre en fait une grosse partie des travaux en Asie-Pacifique, mais aussi sur l'Angleterre, puisqu'on a pas mal de chantiers. Donc on peut transférer, c'est le cas en ce moment, puisque l'activité étant un peu plus basse sur l'Asie, transférer nos mécaniciens, nos électriciens sur l'Angleterre pour compenser un manque de personnel. Une organisation assez nomade, au gré des chantiers, au gré des disponibilités, des nécessités, Des nécessités, oui, surtout. des chantiers, Oui. et donc beaucoup de mouvements, beaucoup de Interne, mobilité, et du matériel et des équipes. entre autres. D'accord. Surtout pour l'international, pour la fondation, effectivement, le matériel est amené à voyager. D'accord. Moins que la partie terrassement. Le parc français, dans ses grandes masses, comment se compose-t-il? Alors sur BLV, si on regarde le scope de terrassement, on est aux alentours de 130 machines, qui est un peu, on va dire, un fonds de commerce pour couvrir les demandes de la France. Et sur la partie TFM, on est... donc si on parlait un peu de valeur,
Sur les 130 machines, on est à peu près à 70 millions d'euros de valeur neuve. La partie fluviale et maritime, on est de l'ordre alors j'ai quelques chiffres, hein, on est sur 30 machines à peu près, hein, ça comprend les bateaux, les bateaux pousseurs, les barges, les pontons. Bon, on est sur à peu près 10 millions d'euros, hein, sur 2025. Et un scope que Bourg-les-Valences gère aussi, c'est en fait ce qu'on appelle le matériel spécifique. C'est que on récupère le matériel comme les lanceurs de pont. Et ce matériel, en fait, il a travaillé sur Toulouse. On l'a récupéré pour le remettre en état, puisqu'il part sur un oscope international. Hein, il est censé, partir le premier sur le Canada, le deuxième, probablement un projet sur l'Asie, ainsi que celui d'Angleterre. Donc, ces machines, ce qu'on appelle, nous, on classe machines spéciales. Et concernant le VSL, on est sur 318 machines, tout confondu, hein, ça passe de l'hydrofraise à la foreuse, en intermédiaire aussi avec les centrales à bout. Et on est sur 90 millions d'euros de matériel. Voilà. D'accord. Frédéric, votre parc? Alors notre parc technique, on a environ 300 engins autoportés, donc sur la zone donc, que je parlais tout à l'heure. 150 camions. Donc toute la gestion SAV se fait dans nos ateliers, donc pour avoir une approche rapide sur nos matériels. Nos ateliers sont rattachés à nos agences TP, où c'est là où on a le plus de matériel. Le matériel appartient également aux agences TP et nous, on a vraiment la gestion technique SAV de tout ça. Donc environ une trentaine de personnes techniques qui puissent travailler dessus. C'est sur les marques, on est sur les marques aujourd'hui, Caterpillar, Liebherr ou Volvo, sur les marques Pell, Ham et Bomag également, et sur le compactage, finisseur Hamann aujourd'hui, qui n'est plus Volvo, et aussi sur les marques camions, on est MAN, Volvo et aussi Renault. Voilà. Le fait que le matériel soit rattaché aux agences, ça permet une certaine personnalisation, de descendre un petit peu en, on va dire, réponse aux besoins très très locaux, quand au sein du groupe, vous allez essayer d'harmoniser quand même vos gammes. Ouais, alors il y a une harmonisation des gammes. Par contre, ce qui est super d'avoir que les exploitations détiennent le matériel, c'est eux qui sont en gestion complète toute l'année, de les mettre sur chantier. Et donc, à charge à nous que les machines soient le plus efficientes possible. Donc, c'est la particularité qu'on a chez nous. Donc, le matériel est acheté au nom des exploitations tous les ans. Et de manière prioritaire auprès de marques premium. C'est ça. Est-ce que les marques premium sont également votre choix chez Bouygues TP? Oui, alors nous, on est à peu près sur les mêmes gammes, hein, les constructeurs très connus, hein, qui sont Caterpillar, Liebherr et Volvo, principalement, pour le parti terrassement. Et la partie fondation, les hydrofraises, en fait, c'est un marché un peu de niche. Et nous, on utilise du Bauer, principalement. Et après, la partie centrale, tout ce qui est centrale de traitement, généralement, c'est italien avec Techniwell, qui peut être aussi du Casagrande. D'accord. Pour tout ce qui est activité maritime et fluviale. Alors ça, c'est beaucoup les Hollandais, hein, on ne va pas se le Les cacher, Hollandais. hein, ils dominent. Hein. C'est du MPS, principalement, puisqu'on a l'idée, en fait, depuis que je gère le dépôt matériel de Bourg-les-Valences, qui a à peu près 4 ans, on a essayé de standardiser un maximum les pontons pour créer, en fait, des modularités et de répondre, en fait, à l'exigence des chantiers. Parce qu'à chaque modularité s'associe un certificat. Donc, l'avantage d'avoir les mêmes caissons, c'est qu'on a on est assez versatile. Au niveau du monde entier. Non, Non, le TFM, c'est que la partie France. Lorsque, par exemple, sur Abidjan, je n'ai pas traité. On a accompagné pour la certification, on a accompagné pour les recherches. Donc, sur ce projet du métro d'Abidjan, mais je n'ai pas fourni les caissons. En fait, sur un projet économique, ça n'avait pas de sens. Il valait mieux qu'Abidjan ait directement un achat ou trouver localement un ponton. On ne pouvait pas amener un ponton. Sur un chantier comme le métro d'Abidjan, donc en Afrique, vous faites
des transferts de matériel, vous achetez localement, vous achetez auprès de vos fournisseurs habituels qui vous livrent en Afrique. Comment ça se gère? Alors sur l'Afrique, c'est assez particulier parce que le matériel, lorsqu'on fournit le matériel, la première exigence, c'est la classification des moteurs. Pour Abidjan, par exemple, pour l'Afrique, on est en stage 3. L'Europe, c'est stage 5. Donc, en 2 mots, les machines, même si j'avais la volonté d'envoyer une partie de mon parc matériel de France vers l'Afrique, je ne Ce serait pourrais pas. possible. Ce ne serait pas Techniquement, possible, techniquement, à cause de la Oui. qualité du gasoil. Donc, sur Abidjan, on a pris la décision en fait, d'acheter, on a investi 32 millions d'euros, soit à peu près un volume de 300 machines, pour faire le projet. À la fin du projet, ce matériel ne peut pas rentrer en Europe, donc il sera vendu localement. Merci. Frédéric, est-ce qu'il vous arrive sur une opération spéciale d'acheter spécifiquement des matériaux que vous n'avez pas en parc ou d'être obligé de renforcer votre parc? C'est rare. C'est quand même assez rare parce que nos investissements sont prévus à l'année. Donc, c'est en général sur du long terme. Donc, c'est plutôt rare par rapport aussi à la zone où on est. On ne s'expatrie pas sur le monde. Donc, par rapport à la zone où on est, c'est beaucoup plus rare. Ouais. Thierry, on a fait mention de marques premium. Vous avez organisé récemment une vente en France. Est-ce que ce sont toujours les marques les plus recherchées sur vos ventes aux enchères? Oui, absolument. Ce sont toujours ces marques-là qu'on recherche le plus. Mais dans une tendance plus générale, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même une vraie demande pour les matériels d'occasion, puisque nous, on fait essentiellement du matériel d'occasion. Et ce que l'on recherche, ce que les acheteurs recherchent le plus, ce sont avant tout des machines récentes, c'est-à-dire de moins de 4000 heures. Donc là, il y a une vraie demande pour ces machines-là. Sur les marques premium, certes, c'est vrai, mais on voit depuis maintenant quelques années qu'on a des marques un peu moins premium qui arrivent petit à petit sur nos ventes, notamment des marques qui viennent d'Asie. Mais c'est vrai que la tendance aujourd'hui, voilà, si vous avez du Caterpillar, Komatsu, Volvo, etc., Unilever, on s'aperçoit que ce sont quand même des marques qui restent encore très demandées. Les marques venant d'Asie, ce sont des matériels chinois qu'on commence à voir dans Oui, vos ventes. absolument, absolument. Absolument, il y a des marques qui sont déjà plutôt implantées, notamment en France, hein, puisque moi, je suis directeur commercial France, donc quasiment l'ensemble des matériels que l'on revend sur notre plateforme, sur nos plateformes en France, provient d'entreprises françaises. Donc il y a des marques qui sont déjà implantées depuis plusieurs années en France avec un réseau qu'on voit maintenant de façon plutôt régulière sur nos sites. Et puis il y a les marques qui émergent, qui mettent d'ailleurs des machines en vente chez nous, histoire d'implanter les matériels chez des utilisateurs potentiels à droite et à gauche. Donc ça, c'est deux aspects bien différents, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est pas négligeable aujourd'hui. Bertrand, vous évoquiez les stages 5 qui ont cours en Europe et en France, évidemment, le stage 3 en Afrique. Quelle est la présence de motorisation alternative dans votre parc? Est-ce que vous avez des matériels électriques? Avez-vous des matériels hybrides ou c'est majoritairement du thermique? Oh, au moment où au niveau du groupe, on a eu une politique carbone, la première analyse a été de comment on pouvait s'améliorer pour la décarbonisation. Mmh. Bon, ça commence aussi par le fait de faire l'éco-conduite. Donc, on a des formateurs, on fait l'éco-conduite. Ça répond à une demande rapide au niveau de l'exploitation. Et après, la seconde étape, c'était par rapport à la flotte de machines que j'ai sur le parc. On avait à peu près 70% du parc qui était en TR3, en stage 3. Donc, il a été défini une stratégie de dire le passage à 5 pouvait, économiser en termes de consommation, parce on passait l'amélioration au niveau des performances moteurs. Et le deuxième, c'est qu'on réduisait aussi la partie des NOx et des CO2. Ouais. Donc, on a mené une stratégie économique autour de ça, avec des investissements, et on renouvelle tout le matériel en stage 5, et on a fait un peu une exponentielle à ce niveau-là. Concernant l'électrique, il y a à peu près 3-4 ans, on ne trouvait pas les pelles électriques, puisque le parc matériel de Bourg-les-Valences, au niveau du terrassement, commence à 20 tonnes, à 23 tonnes. La partie basse, on ne s'en occupe pas, on considère que les loueurs locaux, ils ont le matériel qui peuvent répondre au chantier. À ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme machine électrique? On a fait le tour des constructeurs, il n'y en avait pas. Et on a travaillé sur le projet de la rétrofit. On a sorti une de nos machines qui était en bout d'immobilisation. Elle avait atteint son Oui, quota 8 d'heures. ans.
7 ans. 7 ans. On est plutôt sur 7 ans et 12 000 heures. Donc, on avait une flotte. On a une flotte de 4 machines qui avaient atteint ce quota et que, par défaut, on allait les vendre sur le marché en passant soit par la plateforme, soit par notre propre plateforme qu'on a créée côté Bouygues. Donc, ce matériel, nous l'avons construit avec une start-up il y a environ 3-4 ans parce qu'il n'y avait rien sur le marché. Entre-temps, le constructeur Volvo s'est présenté avec une de ses machines et donc on s'est retrouvé en parallèle. On a testé la machine de Volvo Par rapport à la vôtre. et par rapport à la Ah, nôtre. d'accord. Et c'est là Donc qu'en c'est- fait, on a ajusté un peu les C'est bien puissances. le C230. Oui, pour Euh, Volvo, c'était Et EC230 vous êtes parti sur une base de... de Caterpillar 320. D'accord. Donc, on a, en fait, avec l'analyse de Volvo, puisqu'on a mis cette machine sur Paris, en parallèle, on avait aussi mis une machine thermique pour pouvoir compenser un peu et faire l'étude et pas arrêter, entre autres, la production. Et c'est là qu'on a un peu découvert, parce qu'on a fait plusieurs séquences entre la production pure de chargement, un peu de terrassement, et on a analysé en fait les consommations, et on a fait un peu monter nos puissances électriques au niveau pack batterie, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas couvrir au moins un demi-poste. D'accord. Donc, Voilà. une demi-journée de travail, c'est le minimum. C'était notre target. Ouais. Chose que, initialement, par calcul, ça passait, mais en fait, dans les faits réels, ça le faisait pas. J'imagine On est que vous avez proche. fait des comparaisons. Quelle est la plus performante? Est-ce la vôtre ou celle du constructeur? En fait, la nôtre, comme elle était d'une génération de 7 ans, elle avait une gestion, pour pas trop parler technique, les pilotages hydrauliques, tout ça, interne à la machine, ils ont une technologie de 7 ans. Donc, les Volvo sont plutôt dans des commandes électriques, tout ça. Donc, les machines, l'opérateur en soi, entre une thermique et une électrique, il a pas vu la différence, voire même, il était plutôt satisfait de l'électrique. Aussi parce que les bruits parasitaires, ils étaient absents. La réactivité vibration. était beaucoup plus rapide, puisqu'il n'y a pas ce phénomène en fait, de pompage moteur lorsque vous prenez beaucoup de puissance. C'est instantané, c'est direct. C'est un peu comme vous voyez dans vos voitures électriques, si vous comparez au démarrage. Je dirais que non, techniquement, je ne vois pas la différence. En matière d'autonomie, laquelle Alors au début, on était, nous, à 2h30. Maintenant, Oui. on est à 4 heures. On tient à 4 heures en fonction de la typologie de ce qu'on veut faire. On est d'accord. Si vous faites du chargement de camion à la volée, votre autonomie, elle est moins de 4 heures. Elle est de l'ordre de 4 heures, on va dire. C'est ce qu'on a observé en montant le pack. Si vous faites du terrassement ou plutôt de l'assainissement, vous pouvez tenir la journée. D'accord. Merci Bertrand. Frédéric, avez-vous des matériels électriques en parc qui sont exploités au quotidien par vos agences? On en a, ils sont rares. On en a On va deux. pouvoir les détailler. On en a deux. Donc, on a une petite chargeuse Volvo L25 depuis Oui. maintenant 2 ans et demi. Une petite chargeuse articulée, Une petite chargeuse compacte. articulée, compacte, sur notre agence d'Arras, qui tourne environ 600 heures par an, qui répond pleinement à l'exploitation. On a aussi un directeur d'agence très innovateur là-dessus, qui a envie. Donc ça passe bien sur la communauté d'Arras. Ça, c'est une machine qui répond complètement. Et on a aussi une Mecalac, une 12, une E12. Donc, depuis 1 an maintenant, c'était en octobre l'année dernière où on en a fait l'acquisition en location. Machine très agréablement surpris. Une machine aujourd'hui qui a 1200 heures en 1 an. Machine qui tourne énormément, chauffeur aux anges. Une exploitation, le départ a été compliqué sur les recharges, tout ça, de trouver la bonne façon de faire. Mais elle est sur Amiens, donc on est sur une grosse agglomération, machine qui rentre tous les soirs pour charger. Elle se recharge un petit peu le midi pour dire de finir la journée et de pouvoir rentrer le soir. Donc une machine qui répond complètement à l'exploitation par rapport à ces chantiers. L'idée, c'est d'en avoir de plus en plus, il ne faut pas se le Bien sûr. cacher. La seule chose qu'il faut que ça soit le mariage de 3 choses: l'exploitation, le chauffeur, et on a envie, Complètement. et aussi nous, matériel, qu'on sente bien la chose avec le constructeur. Donc sur ces machines-là, les 3 paramètres étaient positifs.
On espère en faire des prochaines. On a essayé au mois de juillet une L120 chez Volvo durant 3 jours. Charge sur pneu, Charge sur pneu. de Déjà, taille intermédiaire, limite production. Ouais, voilà, une belle taille. On y réfléchit pour l'année prochaine pour une plateforme aussi sur Arras. Aujourd'hui, depuis hier, on a aussi un porteur Volvo en essai pour faire une machine nouvelle, un épandeur gravillonneur sur base électrique. Oui. Donc 100% électrique. 100% électrique. Le porteur et le PATA. Donc, voilà, on y va de plus en plus. Maintenant, il faut que tous les paramètres soient au vert pour se lancer. D'accord. Est-ce que la ville d'Arras vous donne un petit boni quand vous déployez du matériel électrique comme la Mécalac? Alors, je ne peux pas vous dire s'il nous donne un boni. Par contre, je sais que l'image renvoyée est là. Et automatiquement, ça nous met en avant sur ces machines-là. Ouais. Et dans les deux cas, les machines sont complètement intégrées dans le flux du chantier. Elles sont traitées comme une machine. Ouais. Avez-vous d'autres expériences avec de l'hybride? Non. On n'a pas du tout en parc. On n'a pas d'hybride, on n'a pas. Non. Et vous ne souhaitez pas en avoir? Je pense que passer par l'hybride, c'est là depuis longtemps. On a vu ce qui était bien et pas bien. On s'y est jamais lancé. Je pense que de passer par l'électrique en premier, directement, c'est plus la voie à prendre. D'accord. Donc le PATA 100% électrique, prêt à temps automatique pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est pour l'année prochaine? C'est pour l'année prochaine, si nos essais confirment bien nos journées de travail de tous les jours. Ouais. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, vous avez un budget en hausse par rapport à cette année? Oui, parce que naturellement, ça coûte plus cher, même si on a des aides. Donc, on a un budget qui, oui, plus important. Ouais. On peut situer son montant? Sur le PATA? Non, sur l'enveloppe. L'enveloppe budgétaire de chez l'hôtelier, elle varie entre 5 et 10 millions d'euros par an. Donc, cette année, on était plus proche de 5. L'année prochaine, on est plus proche de 6,5, 7. Voilà. D'accord. Donc, vous adaptez votre enveloppe aux besoins. Bertrand, l'année prochaine, vous êtes également en croissance d'investissement. Alors, sur l'investissement, on est relativement. On a été constant. On est de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros sur la partie terrassement, avec un pic en 2024 de 8 millions. Pourquoi? Qui était directement induit sur la volonté en fait de décarboner. Donc là, on a fait monter l'enveloppe à 8 millions. Mais le fonds de commerce en fait du terrassement, c'est de l'ordre de 4 millions d'euros. Par contre, où là, on a énormément augmenté, c'est sur la fondation spéciale, puisque en fait, on a fait l'acquisition de 2 gros chantiers qui s'appellent Saswell et LTC, Low Time Crossing. Et le Low Time Crossing, en fait, le client exige un zéro carbone, zéro émission. Là, on est en Angleterre. Oui, on se retrouve en Angleterre. Et donc, il veut aussi être le premier chantier au monde à avoir fait le zéro carbone. Dans les premières études, c'était de l'hydrogène, où on a expliqué les complexités de l'hydrogène. Je ne vais pas résumer un peu la complexité ici. On lui a évoqué les problèmes. Ça marche, ça fonctionne, l'hydrogène, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, on n'est pas capable de tenir les productions demandées en même temps. Parce que la décarbonisation, c'est bien, mais en même temps, il faut tenir les plannings et la production. Donc, là, une production verte. Oui. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc là, le client lui a démontré qu'on pouvait le faire en tout électrique. C'est ce que nous sommes en train de faire avec les constructeurs tels que Bauer et Liebherr. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'étais encore, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, chez les deux concurrents, pour développer des machines, soit tout électrique, parce qu'en fondation, on peut faire du stationnaire, c'est l'avantage. Là, on ne peut pas le faire dans le terrassement, on le vit tous les jours, hein, on le voit lorsqu'on fait aller les camions. On ne peut pas avoir un fil à la patte. Dans la fondation, c'est possible. Nous l'avons fait à Hong Kong, sur un de nos chantiers, au niveau de dragage. On a fait les stations en stationnaire, en tout électrique. Et sur le Long Time Crossing, on est en mesure de le faire aussi. Donc, on développe effectivement la variante, on va dire un peu l'hybride, avec la possibilité d'avoir un moteur thermique pour faire les servitudes. Et lorsqu'on est au poste, on branche sur le réseau électrique, s'il est disponible, ou s'il n'est pas disponible, avoir un minimum de pack batterie
pour pouvoir forer en pack batterie et le rechargement par ce qu'on appelle les power banks. Donc un pack de batterie additionnel qu'on amène au pied de la machine et on charge en fait en DC parce qu'on est capable de charger très fort en DC plus qu'en courant alternatif. Donc on voit que votre stratégie de décarbonation est, on va dire, impactée par, d'une part, la stratégie du groupe, et donner des objectifs, et d'autre part, des chantiers qui vous imposent des solutions zéro émission Oui, les de clients, gaz à oui. effet de serre. Oui. Comment vous arbitrez dans la mesure où, comme vous le disiez, pour l'instant, peu de gammes sont disponibles en électrique, voire en motorisation alternative? Ah ben, clairement, on va chez le constructeur et on leur dit on a besoin de ce type de machine-là. Alors, bien sûr, si on lui dit une machine hybride, parce que, comme vous le savez, aussi bien dans la fondation ou dans le terrassement, on est toujours les premiers. Donc les réseaux électriques installés avec de fortes puissances, ils n'y sont pas. Elles arriveront bien après que le terrassement ou la fondation est fini. Puisqu'en fait, c'est les tunneliers, un côté Bouygues principalement, qui vont prendre les plus grosses puissances. Donc les cellules haute tension arriveront bien après. C'est ce qui arrive généralement. On a vécu ça sur Hong Kong, on vit aussi en France. Donc on leur démontre que sur l'Angleterre, entre centrales nucléaires et projet LTC, de dire, bon voilà, on ne parle pas d'une machine. À partir du moment où vous commencez à exposer aux constructeurs que vous allez acheter 4, 5 machines, ils voient aussi l'engouement, ils voient aussi l'intérêt en de fait se pencher un peu sur de le... se pencher Mm. parce qu'ils voient l'avenir, ils voient comment aussi le monde change, donc ça le motive. Donc là, on est en train d'affiner nos crayons sur avoir la machine la plus versatile possible. Parce que l'électrique, oui, mais parfois, nous ne l'avons pas dans son intégralité. On n'a pas toute la puissance. Donc, on a besoin, en fait, de pouvoir démarrer et amener, et prendre le temps d'amener les réseaux ou les sources électriques par powerbank. Et quand c'est le groupe Bouygues qui se présente au constructeur, forcément, on prend le temps de le recevoir et de discuter. Est-ce que vous avez des partenariats, voire des contrats d'exclusivité avec certains constructeurs? Non, je dirais pas qu'on est à ce niveau-là. Je pense que le fait d'avoir demandé le cutter électrique, par exemple pour Hong Kong, ils avaient compris l'intérêt. C'est un intérêt bilatéral, puisque en fait, nous, aussi bien l'entreprise Bouygues peut faire valoir, puisque Hong Kong avait demandé un cutter électrique, nous leur avons proposé par le biais du constructeur, et on a en fait défini le cahier des charges avec le constructeur. Le constructeur, maintenant, il le vend, on n'a pas Et d'exclusivité. vous souhaiteriez tendre vers ces partenariats pour peut-être accélérer, pour peut-être être aussi à l'origine des solutions qui vont être définies? Les partenariats, ils peuvent exister à partir du moment où vous avez un énorme volume. Et là, en l'état, autant mon parc, mon fonds de commerce, on va dire, sur les balances, il me permet Justifie pas, pas. non, il me permet pas en fait d'avoir ce levier. Mais oui, ce serait un rêve de pouvoir dire, ouais, on fait un partenariat et je récupère en fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Frédéric, sur votre périmètre, la décarbonation, c'est un souci également, Oui. c'est un enjeu, puisque là aussi, le groupe L'Hôtelier s'est fixé une feuille de route. Comment vous arbitrez vos investissements à l'aune d'une offre qui n'est toujours pas là? Aujourd'hui, on priorise les renouvellements. Donc les renouvellements, comme le disait Bertrand tout à l'heure, on est sur les nouvelles motorisations, donc on fait attention à ça naturellement. C'est compliqué aujourd'hui pour nous acheteurs, directeurs matériels, de réussir à décarboner notre parc facilement. Les prix, c'est pas les mêmes non plus. Donc tout ça, c'est un enjeu assez spécifique. Je pense rien qu'à quelque chose. Aujourd'hui, nos bases vie, alors base vie, on se dit c'est un petit matériel, mais à notre échelle, une base vie, c'est environ plus de 100 bases vie. Aujourd'hui, quand on la veut toute électrique avec panneaux solaires, on n'y arrive pas, surtout dans notre région. Malheureusement, on n'a pas le soleil tous les jours. Effectivement, pas les clichés. Donc, c'est rien que ça, c'est compliqué. On nous dit faut mettre du gaz, mais bon, donc, on y arrive tout doucement, mais c'est pas simple. Clairement, c'est pas simple. Mais il y a concrètement un vrai sujet aussi, c'est que depuis 4-5 ans, je pense que tu t'en es rendu compte, les prix ont explosé, on a pris 30%. Une machine
Une crawler crane qui valait pour une 100 tonnes à peu près 1,1 million, elle est passée à 1,4 million. Une 130 tonnes, elle est, à l'heure actuelle, elle est à 1,8 million. Donc il y a je veux dire, tout a grimpé énormément, hein, sur ce poste-là. Donc quand vous commencez à sortir un peu des chantiers battus en disant bah, je veux ça, je veux de l'électrique, là, la facture elle grimpe. Ouais. Donc Et c'est pas pour autant qu'on arrive à le valoriser oui, aux Complètement. clients. Enfin, après, c'est les exploitations qui pourraient mieux répondre. Et d'après les échos, c'est pas pour autant que ça... Mais ça rend l'occasion plus attractive, Thierry. Vous le Alors, confirmez? Justement, je voulais revenir à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu, donc c'est au compte-gouttes, hein, vous intégrez petit à petit, comme ça, des machines 100% électriques. Mais la question qui va se poser, c'est quid ensuite de ces machines-là lorsqu'elles vont arriver sur le marché de l'occasion? Quels marchés vont être acquéreurs de ces machines électriques d'occasion? Alors nous, on ne voit pas encore le phénomène, évidemment. Pour Parce qu'encore l'instant, une vous fois, il se n'avez développe. jamais eu l'occasion Non. de vendre une machine Non. électrique en France d'occasion. On a vendu des hybrides parce que ça Oui. fait longtemps effectivement que le système existe. Donc ça, oui, les hybrides, mais les machines 100% électriques, non. Encore une fois, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Nous qui vendons beaucoup à l'export, quels sont les marchés de demain qui seraient susceptibles d'acheter ces matériels-là d'occasion, quoi? Vous me confirmez qu'aucune machine électrique n'est passée chez Ritchie? Non. D'accord. C'est pas la seule contrainte que vous avez. Il y a également toutes les évolutions technologiques que peuvent vous proposer vos fournisseurs. Les contraintes du chantier, comment on arbitre et où mettons le curseur quand à un moment donné on doit se déterminer? c'est au moment où les tenders arrivent et que les gens de travaux nous disent ben voilà, on a eu le chantier parce qu'on a fait valoir qu'on allait faire du tout électrique. En fait, la feuille arrive de mon côté et c'est à moi de trouver des solutions pour le tout électrique. Donc voilà. Je reviens un peu sur le sujet de l'équation, de dire qu'effectivement, acheter une machine, bon, ça reste encore simple. Acheter une machine électrique, ça commence à serrer un peu les taux. Après, la motivation des exploitants, hein, il faut qu'ils adhèrent. Hein. Je sais que lorsqu'on a fourni la machine et la pelle électrique, bon, ben, on change un peu l'éducation. Bien sûr. Hein. Cette éducation, ben, ils ont plutôt tendance à dire c'est un peu gênant, il faut la rebrancher. Des fois, ils peuvent oublier de brancher, puisqu'on a des nacelles électriques, on a des pelles électriques. Donc tout ça, ça arrive que les soirs, on a oublié de la brancher et le gars ne va pas revenir sur le chantier. Donc il y a une éducation, c'est en cours, on y travaille, mais voilà, sur l'Angleterre, par exemple, là, on n'a pas le choix. On parle beaucoup de transition énergétique et à l'heure actuelle de mise en place d'un mix énergétique. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez l'évolution de votre parc, Frédéric? À l'avenir, Oui. c'est comme ça qu'on aimerait le voir. Est-ce qu'on va y arriver? C'est une bonne question. Ouais. On est un peu quand même dans le flou par rapport à tout ce qui doit s'imbriquer pour y arriver. Comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est beaucoup de paramètres qui font que, au final, les voitures aujourd'hui, on nous les impose un petit peu en entreprise. Bon an, mal an, on nous dirige là-dessus. Est-ce que ça va passer comme ça sur nos engins? Bon, je pense que nous, directeurs matériels, c'est pas ce qu'on attend, mais peut-être que ça va devoir passer là-dessus pour y aller. Ouais, le vrai sujet, en fait, c'est la source électrique lorsqu'on arrive sur le chantier, parce qu'on voit très bien qu'entre l'exigence qu'on peut avoir et la réalité des faits, il y a un fossé. Là, sur les chantiers que nous avons, le temps que les postes haute tension arrivent, parce que ça nécessite, par exemple pour un cutter, on parle de 600 kilowatts, il faut s'imaginer de la puissance installée. Si on parle par exemple du chantier de l'Autumn Crossing, c'est en mégawatts qu'il va falloir installer. Donc il va falloir mettre l'installation de tous les câbles, des armoires de dispatch tout au long du projet pour pouvoir se ploguer, avoir cette possibilité de dire ben, quand je déplogue, il faut que je bouge, comment je le fais, est-ce que je démarre un petit moteur
C'est en cours, hein, c'est ce qu'on est en train d'étudier, la possibilité de démarrer un moteur thermique, stage 5, pour pouvoir se mouvoir au poste et après se reploguer, ou est-ce que non, on n'entend pas le moteur thermique, on veut avoir une technologie pure électrique, donc un pack batterie, prendre le relais par le pack batterie, intégré, avec la possibilité de venir amener une source électrique type powerbank. Donc il y a une phase, hein. Le passer du on-off, c'est techniquement pas Pas possible. possible. Et opérationnellement, c'est pas possible. C'est non pas plus. possible. pas On est possible. obligé de passer par une transition. On le voit dans les voitures, les Ouais. gens, le marché, il tombe beaucoup sur l'hybride. Et dans la partie matérielle, l'hybride est un bon compromis pour passer 2-3 marches sur l'escalier. On ne fait pas un saut de la 0 à la 5. Il faut passer un intermédiaire. Et je pense que l'hybride est bien adapté. Bertrand, vous mentionniez l'augmentation des tarifs, 30%. Oui. Bien. Frédéric, vous confirmez Ah oui, oui. dans cette proportion? Je suis Et même, est-ce que ça vous incite à aller chercher des solutions différentes au neuf? Lesquelles avez-vous testé? Je vois très bien la question sous-jacente, Oui. à savoir où on pourrait faire des économies pour réduire les 30%. Donc vous me parlez de la Chine, par exemple. Par exemple, on parle reconditionnement, on parle peut-être d'une stratégie de parc différente pour allonger la durée de vie opérationnelle. Je ne fais plus de reconditionnement. Vous en avez fait. Non, on en a fait. J'étais pas à l'origine de ça, mais depuis que je gère le terrassement à Bourg-les-Valences, il y a eu un phénomène exponentiel au niveau de la motorisation, puisque on est passé du TR0 à TR3, on a mis quand même une paire d'années. On parle de quand même une bonne vingtaine d'années. Lorsqu'on est arrivé au TR3, la face au TR5, le TR4F, il a fait juste un court passage. Donc ça coûte tellement cher. Les technologies ont tellement évolué. Et on sait que le TR5 permet en fait de faire des 10% d'économie. Que quand vous prenez du TR5, on a poussé les constructeurs à nous autoriser à utiliser de l'HVO. Donc on utilise beaucoup d'HVO. Hein. C'est une politique carbone, c'est aussi, OK, j'ai un moteur, j'y consomme moins, de l'ordre de 10% de moins, je peux mettre de l'HVO, tout ça, ça répond un peu à une transition. Parce que parfois, l'électrique ne pourra pas se faire. Parce qu'on n'aura pas le temps, le chantier, c'est un chantier relativement court, il faut arriver un peu en mode commando, repartir aussi vite, et les installations électriques n'y seront pas. Est-ce que le low cost, le matériel low cost, peut vous séduire, voire vous convaincre? Ce n'est pas la même politique que nous menons. En fait, nous intégrons des machines neuves que nous faisons vivre sur la période d'amortissement, avec une équation qui est soit l'année ou soit les heures, et après on la met sur le marché à la vente. Parce que la technologie évolue tellement, les rendements sont meilleurs, et donc non. Pas de... Frédéric, est-ce que vous êtes on est tous sur cette pareils. même stratégie? Même si on n'est pas les mêmes entreprises, Oui. on est tout pareil. Alors, vous avez fait du reconditionnement? Alors, on en a fait avant, Oui. avant que je sois là. Donc, non, ça fait 10 ans quand même que je suis Oui. chez l'hôtelier. Donc, depuis 10 ans, on n'en a pas fait. On y a regardé il y a très peu de temps sur une stabilisatrice de sol. Quand on a vu les prix, je pense que le dossier, on l'a refermé aussi vite qu'on l'a ouvert. Donc, non, c'est pas la politique de faire un rebuild sur une machine. Les marques autres que les premiums que j'ai cités tout à l'heure, c'est pas du tout la politique du groupe aujourd'hui. Peut-être que demain, on me demandera d'y aller, d'y regarder un peu plus. Je le ferai, bien sûr, mais c'est pas notre vision. Et les machines d'occasion, c'est pareil. C'est quelque chose que l'on fait pas du tout. Comme le disait Bertrand, aujourd'hui, sur les nouvelles technologies, on voit très bien que sur les dernières motorisations, on arrive à faire des consommations vraiment je dirais quasi incroyable par rapport à quand j'ai commencé mon métier, il y a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. On a divisé peut-être par 3, voire par 4 les consommations carburant sur nos engins. Donc, on arrive à quelque chose de trop Pas performant. de matériel d'occasion, c'est un principe, y compris des occasions récentes, comme le mentionnait Thierry. Ça serait peut-être quelque chose à regarder. Oui. J'ai écouté, j'ai entendu, donc peut-être à y regarder pour la suite. Thierry, Elle pourrait, pardon, excusez-moi. Elle pourrait exister si pour peu sur le marché c'est tendu, on n'ait pas la possibilité d'avoir la machine. C'est vrai que je travaille beaucoup avec Ritchie, puisque même si nous avons une plateforme interne
On utilise aussi la plateforme de chez Ritchie. Et C'est plutôt pour sortir des matériels ben, et les valoriser au mieux. c'est surtout lorsque je n'ai pas trouvé le matériel disponible Ouais. et j'ai une D'accord. contrainte en face que le chantier doit démarrer, j'ai pas la machine et j'ai trouvé une occasion récente. Ça peut se produire. Et pour parler du rebuild machine, hein, des reconditionnements machine, en ce moment, j'en fais un. Je fais un bulldozer, mais pas dans le cadre en fait d'avoir une stratégie de reconditionnement, c'est dans le cadre de former les mécaniciens. En fait, là, on a eu un bull qui a eu une avarie, la station a pris l'eau, la station de fondation avait complètement pris l'eau sur Paris, et on a sorti nos équipements qui étaient immergés, et on a pris un des bulldozers qui était relativement récent pour pouvoir le reconditionner et donc former nos mécaniciens. Parce que nous avons une problématique, c'est Ouais. les jeunes, il faut les former. Et comme vous le savez, en électricité, comme on tend en fait à aller sur le tout électrique, ben, nos mécaniciens ne sont plus les mécaniciens de demain, ce sera des électromécaniciens. Donc on va avoir une vraie problématique, puisque la vieille génération, sur le AC, le courant alternatif, puisque on fabrique avec la batterie du DC vers l'alternatif. Et l'alternatif, vous le savez, c'est extrêmement dangereux, hein. Mmh. Le mécanicien qui va mettre les mains là-dedans, il ne sera pas habilité. Donc on a une vraie politique de formation aussi. Thierry, dans le contexte actuel, quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant pour convaincre les exploitants de venir à vos ventes et de s'intéresser aux occasions? Alors, c'est vrai qu'en termes d'acheteurs, bon, les grands groupes comme les vôtres, les grandes sociétés comme les vôtres, ont encore tendance à acheter du neuf, ça c'est sûr. J'avoue que la période Covid, j'allais dire, nous a aidés quand même. On a senti un vrai boost de l'occasion parce que là, il y avait un manque de disponibilité de matériel. Et donc, il fallait forcément trouver d'autres solutions, des solutions parallèles à l'achat de matériel neuf. Mais on constate aujourd'hui quand même qu'il y a un critère budgétaire qui reste important. Les machines ont un certain prix, les machines neuves ont un certain prix, et le delta est quand même assez conséquent entre une machine neuve et une machine de 2 à 3 ans. Donc ça peut effectivement convaincre certains entrepreneurs d'investir dans de l'occasion. Il y a ce côté aussi disponibilité immédiate, encore une fois, même si maintenant les délais des constructeurs n'en sont plus ce qu'ils ont été à une certaine époque. Mais il y a quand même cette disponibilité-là immédiate. Et puis il y a certains marchés, on parlait de la technologie, des motorisations, etc. Mais il y a certains marchés qui ne cherchent pas trop justement cette technologie nouvelle. Donc ça peut être aussi l'occasion de se tourner davantage sur du matériel. La d'occasion, disponibilité, justement. c'est toujours le premier Oui. critère. Oui, oui, clairement. Quels seraient les deux suivants? Clairement, encore une fois, un critère budgétaire. Il y a aussi l'avantage qu'on a, alors je vais parler un petit peu plus de nous, de Ritchie, c'est-à-dire qu'encore une fois, le matériel que l'on vend sur nos sites provient essentiellement d'entreprises françaises, et les entreprises françaises sont réputées pour entretenir leur matériel, contrairement à certains autres acteurs européens. Donc, Ça, vous le voyez au niveau international? clairement. Une machine qui va sortir d'un parc d'une entreprise française qui est réputée bien entretenue, bien suivie et mieux valorisée? Clairement, oui, oui, c'est un vrai plus. Et donc, les acheteurs internationaux viennent davantage sur nos plateformes, sur nos sites. On fait des ventes 100% en ligne, mais ils viennent davantage sur nos sites pour acheter ces matériels-là en toute confiance. Et nous aussi, on essaye d'être le plus transparent possible lorsque l'on vend un matériel d'occasion. C'est-à-dire qu'on fait une inspection relativement poussée pour que l'acheteur soit confiant et enchérisse chez nous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en associant la vente à une certaine garantie, en tout cas une période sur laquelle la machine serait couverte, ça pourrait inciter de nouveaux exploitants à venir chez vous? Oui, ça pourrait être une solution. Alors c'est vrai que, vous savez, la vente aux enchères, on dit que c'est as is where is, c'est-à-dire c'est vraiment en l'état, sans garantie. Donc ça remettrait... À la porte du portail. ouais. Mais encore une fois, c'est à nous de faire en sorte que les expertises soient plus poussées. On fait tout un tas de photos, de vidéos aussi, pour chaque engin maintenant que l'on met en vente. Et puis lorsqu'il y a quelque chose que l'on découvre, une anomalie que l'on découvre, on est le plus transparent possible et on l'indique à ce moment-là pour que l'acheteur enchérisse en connaissance de cause. Ouais. Peut-être qu'est-ce que vous seriez plus sécurisé avec ce type de prestation Avec une autour de la garantie. machine?
Oui, ça peut être une solution, mais enfin, ça va être compliqué pour Witchy de mettre une garantie. Ils n'ont pas la Non, mais couverture peut-être SAV, pas ils ont, une enfin, garantie, mais en tout cas, border border l'achat. l'achat Oui, de sur les manière un petit peu plus occasions formelle. récentes, ça peut le faire parce que nous aussi, on fait, quand on a un délai vraiment, ou une machine spécifique qu'on n'arrive plus à trouver ou un truc comme ça, on achète aussi de l'occasion sur ces formats-là, mais ça peut être une solution. Donc vous allez faire une petite entorse de Oui, temps en temps bien au sûr, règlement. absolument. Nécessité fait loi. Bertrand, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. En fait, on a une bonne presse. Je sais que les machines que Oui. nous vendons, moi qui couvre en fait l'international, on est réputé pour être très vigilant. Alors chez Bouygues, on est vraiment très en termes de sécurité. On améliore énormément les postes de commande, l'ergonomie aussi parfois, toute l'intelligence autour, hein, parce que on vérifie en fait l'évolution des machines, les zones d'accidentogènes possibles, tout ça. Donc, ça, on démontre, puisque nous, en fait, on utilise un logiciel qui s'appelle la GMAO. Tous nos machines sont intégrées dans un logiciel. Ça, Il y a un process maintenance qui est déclenché. Nos mécaniciens, en fait, reçoivent une alerte des 500 heures, des 1000 heures. Ils ont quasiment la liste de ce qu'il y a à faire. Nos mécaniciens qui sont mobiles, hein, un peu partout. Alors, si c'est des gros chantiers de terrassement, comme Port-la-Nouvelle, comme la A680, bon, on attribue 2 ou 3 mécaniciens en poste, mais in fine, ils rencontrent directement à la base technique de Borlée-Valence et ils sont en échange permanent sur les problématiques. On utilise aussi les constructeurs, hein, puisqu'on ne va pas se le cacher. Hein, on le renfort lorsqu'on fait une grosse intervention sur une machine, qu'on doit la faire sur place, parce qu'on n'est pas capable de la rapatrier au dépôt. On le fait avec la collaboration de Caterpillar, de Volvo, et ça fonctionne très bien. Donc, oui, on a bonne presse. Je pense que le matériel que nous clairement. vendons par votre plateforme en démontre. Voilà, donc à savoir, est-ce que moi, je suis, nous, Bouygues, motivé par l'achat de l'occasion? Non. Motivé plus pour l'option achat avec un buyback? Oui. Option achat à la fin du chantier, parce que suivant la durée du chantier. Parce que, comme j'expliquais, on a un fonds de commerce de machines qui répond à la demande continue de l'année. Mais in fine, lorsqu'on a un moment, une accélération qui se produit, on ne peut pas répondre. Je ne peux pas, en fait, tout démobiliser. Donc, on achète avec une option de Le groupe a restituer. récemment remporté un contrat important dans les Baltiques. Oui, Je crois que c'est 300 machines oui, à peu de près 300 production machines sur le. nécessaires à la réalisation du chantier. Oui. Comment vous allez euh, faire face à ce besoin et comment vous allez harmoniser entre le neuf, peut-être des matériels d'occasion, peut-être des matériels de réforme de votre parc? Alors Comment là, ça se gère? Jean-Noël, on est aux prémices du sujet. Donc là, vous allez un peu vite en besogne, on va dire. J'imagine que vous réfléchissez. Oui, Déjà, oui, bien sûr. Hein, les équipes sont déjà aussi bien les équipes travaux, hein, qui sont avec le client. La première chose, c'est de faire l'enquête de ce qu'il y a sur place en termes de sous-traitance, de matériel de location et la puissance de feu du constructeur qu'on serait amené à amener là-bas. Si je parle de Caterpillar, de Volvo. Bon, les deux ont répondu présent. Ils sont structurés, ils disent qu'ils sont même capables de positionner des mécaniciens, donc c'est une très bonne chose. Sur Abidjan, non, on a créé notre propre pôle mécanique, puisqu'on a mis à la tête des Français. Hein, les têtes de gondole, en fait, sont généralement des Français. Et après, on prend les ressources sur une locaux, occasion. on fait les formations des mécaniciens, on amène toutes ces technologies sur Abidjan. Oui, quand on a 300 machines sur Abidjan, il faut avoir un chef d'orchestre. Nous l'avons mis. Est-ce que sur la Baltique, sur l'Estonie, est-ce qu'on va aller dans une structure comme ça? À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore, puisque nous essayons de comprendre en fait le pays. Et on a une problématique, c'est le climat, hein, puisqu'on parle de moins 25 degrés, donc les machines ne pourront pas tourner toute l'année. Et c'est comment, en fait, on gère Pour le être préparé. stand-by de ces machines-là. En Thierry, il y a une opération à ne pas laisser Absolument, passer. absolument. Quel Il y a serait des sites dans les pays nordiques maintenant, des sites, des plateformes de revente. Ça. le matériel d'occasion tel que vous le pratiquez gagne
au fur et à mesure des parts de marché sur le neuf. Qu'est-ce qui pourrait être plus déterminant pour qu'à un moment donné, ça s'impose comme un acte de gestion courant au sein d'un parc de matériel? Je crois que c'est vraiment une question de confiance dans l'achat, en fait. Voilà. Donc il faut, encore une fois, il faut être transparent. Il faut essayer aussi de promouvoir. Chaque vente est différente chez nous. Donc on a à chaque fois en France, on est entre 3200, 3500 lots par vente que l'on fait plusieurs fois par an. Et chaque vente est différente, avec des matériels différents suivant les ventes. Donc je crois que, la confiance pour attirer davantage les acheteurs et les entrepreneurs, évidemment. Et puis vraiment faire la promotion de ces matériels-là. Ce qu'on fait de plus en plus d'ailleurs, on essaie de développer ça au niveau du marketing. Mais voilà, je crois qu'il y a encore, Ritchie est relativement connu sur le marché aujourd'hui, mais il y a encore pas mal de présence à apporter. On le fait aussi localement, notamment avec nos sites délocalisés, ce qu'on appelle nos sites satellites, puisqu'on a notre plateforme à Saint-Aubin-sur-Gaillon, qui est le siège français. On a 20 hectares là-bas. Et puis on a aussi 3 autres sites plus locaux, un du côté d'Avignon, un du côté de Nivola, vers Lyon, et puis un autre du côté de Montauban. Et l'idée, justement, c'est d'aller chercher aussi à la fois donc, nos partenaires, à la fois vendeurs et acheteurs, une clientèle plus locale et de nous faire connaître aussi donc, plus localement. Ça, c'est très important. Ce sont des sites qui marchent relativement bien, puisque maintenant, on arrive carrément à avoir 50% du volume en termes de chiffre de vente que l'on vend sur notre site satellite par rapport à Saint-Aubin-sur-Gaillon. Donc la tendance est en train de progresser. Vous êtes déjà à cet équilibre-là? Oui, on est à 50-50 en termes de volume, pas en termes de nombre de lots. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaillon, on a un grand site, donc on peut se permettre de stocker davantage de matériel. Et on a beaucoup de petits lots. On vend aussi tout ce qui est équipement, godets, marteau hydraulique, etc., outillage. Donc c'est plus facile d'amener tous ces petits lots à Saint-Aubin-sur-Gaillon plutôt que sur les autres sites où on est un peu restreint en dimension. On préfère avoir des machines que de l'outillage sur ces sites-là. Et l'idée, c'est de dupliquer d'autres plateformes en région, où vous pensez que là, ça devient assez cohérent? Non, on aurait de quoi se développer encore. Alors, bon, on recrute aussi des commerciaux. Enfin, j'ai encore un nouveau collaborateur qui arrive la semaine prochaine. Donc, il faut faire ça étape par étape. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver des commerciaux pour pouvoir alimenter ces plateformes-là et pour pouvoir aller voir la clientèle locale. Mais effectivement, l'idée, c'est de développer cette tendance des sites, de plus petits sites, mais des sites régionaux. Merci. Frédéric, on l'a vu, vous êtes confronté à des obligations techniques, vous êtes confronté à des obligations opérationnelles. C'est le chantier qui dicte, entre guillemets, sa loi. À cela s'ajoutent des contraintes de plus en plus nombreuses, à la fois environnementales et réglementaires. Comment vous gérez ce cadre qui devient de plus en plus rigide? On travaille en étroite collaboration avec les exploitations. Ils sont rigides, mais c'est eux qui nous donnent le cadre pour répondre à ces besoins réglementaires, environnementaux, par rapport au chantier où on intervient. On arrive à trouver des solutions à chaque problème, on va dire, si on peut appeler ça un problème. À chaque réglementation, on arrive à trouver la bonne solution pour apporter la réponse au chantier. Bertrand, chaque pays, sa réglementation. Oui, c'est très compliqué. Vous maîtrisez tout ça sur le bout des doigts? Je n'oserais pas, non, quand même pas. Nous avons, Bouygues étant, on est quand même à 32 500 collaborateurs. On couvre une soixantaine de pays. Donc, dans chaque pays, il y a effectivement, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas toute la compétence dans tous les pays, mais on a les supports, puisqu'en fait, on a des business units un peu partout installés. Donc, eux, ils nous donnent en fait les obligations, les tendances, tout ça. Quand vous amenez un matériel en Europe, il n'y a pas le choix. Hein. Ça reste très simple. Le seul degré après, c'est en termes de qualité, sécurité, environnement. On a les services qui sont là pour ça. Mais on a une politique interne au niveau des équipements.
On a un cahier des charges minimum lorsqu'on achète un équipement, que ça soit chez Volvo, chez Liebherr, il faut les caméras, il faut le cri du lynx. Donc il y a un peu une to-do list de toutes Il y a les un obligations. standard. Il y a un standard. Vous Et- y à et- respecter, oui, et on quel le, que soit le pays. oui. Par exemple, les matériels pour Abidjan, c'est ce que nous avons fait, les caméras intelligentes. Oui, parce qu'en fait, la sécurité, notre target, c'est 0 accident. Et que ça soit en France ou à Hong Kong, on a la même politique. Les gens qui sont sur Hong Kong, généralement, c'est les Anglais, mais ils ont les mêmes matrices, les mêmes objectifs et les mêmes contraintes. Il n'y a pas de différence entre un être humain, un homme en France et à Hong Kong. Complètement. Est-ce que ça veut dire que votre fil conducteur, c'est le coût total de possession, finalement, quel que soit le chantier, quel que soit le pays et quel que soit le contexte? Bah, ça rend les choses un peu compliquées parce que quand vous êtes mis en concurrence où les gens n'ont pas les mêmes obligations que nous avons, parfois, ça pose problème. Mais voilà, C'est votre boussole. oui, c'est un peu ça. C'est votre boussole. Mais en tout cas, on a une règle et on ne peut pas déroger de cette règle. Tolérance zéro. Et donc, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais je pense qu'on est tous au même niveau. Hein. Si je peux me permettre à appuyer, en fait, oui, nous, on a aussi notre fil conducteur sur les engins, où, enfin, voilà, il y a une norme l'hôtelier, et qu'on fait évoluer aussi avec l'évolution des constructeurs qui nous amènent. On voit quand même des machines qui, de plus en plus, amènent plus de sécurité autour. Donc, après, essayer d'harmoniser ça, qu'un constructeur qui fait sur une machine, essayer de le faire à l'autre, pour dire que, enfin voilà, on ne soit pas perdu un peu dans tout ça. Et donc, comme les détections de personnes, moi, c'est quelque chose que j'aimerais avoir beaucoup plus facilement, directement d'un constructeur. Donc, tout doucement, chacun y vient. Mais rajouter quelque chose, c'est toujours compliqué. Bon, Donc, nous avons été, en fait, on a été vecteur de ça parce qu'on a effectivement installé des caméras intelligentes. On a été, les débuts de ces études ont été faites à Bourg-les-Valences par mon prédécesseur, où l'algorithme est arrivé, l'IA est arrivé. On a fait énormément d'essais. Tout de suite, on a installé les machines parce que les constructeurs ne l'avaient pas. On voit qu'effectivement, le fait d'avoir fait ça, ça crée une impulsion. Les constructeurs le font de plus en plus, l'intègrent maintenant de plus en plus. L'étape suivante, parce que l'avantage d'avoir fait une rétrofit, c'est comme on a pu en fait craquer le soft, on peut en fait avec la caméra donner des informations au calculateur pour arrêter des mouvements ou ralentir des mouvements. Par exemple, sur la pelle électrique, notre target a été de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe tous les mouvements ou on réduit les mouvements? Donc, on a choisi la réduction de mouvements. Tout simplement parce que si vous faites du terrassement avec de la rotation, là, il vaut mieux couper quand la personne arrive dans le rayon d'action dangereux. Mais quand vous êtes en train de faire de la tuyauterie, de l'assainissement, la personne est devant. Si la personne est détectée, vous coupez la machine. En fait, la machine est inexploitable. Ouais. Donc, il y a une analyse qui a été faite. Il y a même un constructeur, je ne citerai pas le nom, mais j'ai été sur Canal C Nord. Je peux dire qu'il a bien œuvré sur ça. Et il va donner une belle impulsion à tous les autres constructeurs, puisque en fait, entre inférieur à 8 mètres, il n'y a pas, l'opérateur, il a pleine puissance. De 8 à 4, l'opérateur, en fait, voit sa machine se dégrader. L'analyse est faite sur 315 ou 310 degrés. Pourquoi il ne couvre pas la totalité? C'est pas que techniquement, il ne peut pas le faire. C'est que ni plus ni moins, il a une vue d'ensemble. Et s'il devait faire du terrassement ou de la canalisation, il ne pourrait pas travailler. Donc, il a une vue. Il a bien conscience de ce qu'il a en face. Il peut faire les opérations avec la personne qui est installée en train dans le fossé pour mettre les pipes. Mais et à 4 mètres, arrêt total des opérations. Ça marche très bien. Ces technologies, c'est du standard pour vous maintenant? Alors nous, le standard, c'est les caméras. Oui. Mais pour l'instant, nous n'avons pas accès sur toutes nos machines, que ce soit du Caterpillar, du Liebherr, tout ça. Nous n'avons pas accès au calculateur, donc nous ne sommes pas en mesure de faire ça. D'accord. Le constructeur dont je parle, il est constructeur de sa machine Tout à fait. et donc c'est un Coréen, il fait l'ensemble de la technologie des caméras
il fait ce qu'il veut puisqu'il a l'accès à son programme, le soft de machine. Voilà. Et pour vous, c'est la meilleure solution puisque c'est intégré Oui. d'usine et Oui. c'est couvert par le constructeur et qui Caterpillar. maîtrise sa technologie et sa machine. Tout à fait. J'étais allé chez Caterpillar encore à Grenoble. Ça y est, c'est parti. Ils Ouais, intègrent. ouais. Ils ont commencé par des machines. On en a fait une sur une 323 où il y avait la détection de personnes. Et maintenant, dès qu'on achète une 320, une 323, on met impérativement ça. Et je l'ai demandé sur un Et dans bull. vos appels Pourtant, d'offres- un bull, on va dire qu'il n'y a pas toujours quelqu'un autour, mais ça doit devenir une règle. Dans vos Oui. appels d'offres, Frédéric, maintenant, c'est Ouais. Si c'est mentionné- possible, si c'est possible. si c'est possible. C'est mais pas encore directement une constructeur. obligation. Ah non, parce que le Et constructeur va pas Intégration. être pour nous. Pour le... intégration d'usine. Ouais. Vous ne souhaitez pas passer par un installateur. Ça Et une rajoute, solution ça tierce. rajoute des caméras, ça rajout des écrans à l'opérateur, ça rajoute tout ça. Et on sait très bien que l'opérateur, s'il a trois écrans, parce qu'en plus, il y a des fois le 3D en plus, tout ça, ça commence à faire beaucoup pour eux. On se met aussi à leur place et d'avoir un seul écran à regarder, et puis c'est beaucoup plus simple pour eux. Thierry, des machines équipées comme cela sont-elles mieux valorisées aussi à vos ventes? Ah, c'est une plus-value, oui, bien sûr. Alors, bon, ça, on est en prémisse, entre guillemets, hein, on le voit, mais je suis certain qu'il y aura une valorisation à ces différentes options, et notamment sur la sécurité, parce que là, ça concerne tout le monde, pour le coup. Très bien. Je vais vous demander maintenant un exercice un petit peu plus compliqué, c'est de résumer votre stratégie matérielle pour l'année prochaine. Bertrand, en 3 mots. Ouais, Ça viendra. ouais, Oui, c'est- En 3 mots. oui, en 3 mots, Bah, 3 phrases. notre stratégie, c'est toujours d'avoir les dernières technologies, de surtout Donc du neuf. de répondre en fait au chantier en termes de carbone aussi, hein, parce que c'est le nerf de la guerre. Je reviens un peu sur, en espérant que nos chers clients mettront un indice complémentaire, bonus 5% si serait le tout top. est décarboné. Ce serait le top. Voilà, et mon challenge, en fait, c'est trouver le personnel, parce on a un réel problème, je pense qu'on le vit tous, hein, Oui. on a énormément de sujets de compétences, puisque maintenant les machines évoluent, elles sont de plus en plus sophistiquées, donc voilà, je dirais, quoi dire de plus. Merci Frédéric. Donc en 3 mots, la stratégie l'hôtelier, on va partir sur du renouvellement. On sait qu'on est principalement là-dessus. L'innovation, parce qu'on y regarde toujours. Rien que ce pâté électrique, moi, il me donne envie. Il donne envie à l'exploitation, c'est quelque chose de nouveau. Et je rejoins aussi Bertrand quand on parle de main-d'œuvre et de compétences de nos équipes. Thierry, je ne vais pas vous demander votre stratégie matérielle, mais On a 3 axes, effectivement, je peux citer 3 axes de développement pour l'année prochaine. Non, mais on en revient donc effectivement à augmenter la force commerciale pour avoir une meilleure couverture. Ça, c'est inévitable. Et on cherche vraiment des experts de nos métiers. Nous, on couvre en plus des industries relativement larges. On fait tout ce qui est construction, travaux publics, mais aussi routiers, levage, agricole. Donc, c'est vrai que c'est quand même relativement large. Donc, le recrutement, encore une fois, c'est très, très important. Mais pour nous, en tout cas plus spécifiquement sur la France, sans parler des autres services que développe le groupe, plus spécifiquement sur la France, je dirais que c'est donc développer nos sites en région, ça c'est très important. On a agrandi les 3 sites que nous avons actuellement, donc il faut qu'on développe ces sites-là avec des partenaires locaux. Ça permet de minimiser les coûts de transfert, hein, puisque les matériels que l'on vend sont stockés sur nos sites, sur nos plateformes de vente. Donc pour le vendeur, ça permet de minimiser les coûts de transfert. Donc développer ces trois sites satellites, comme on appelle ça, éventuellement on en créera d'autres dans les années à venir. Et puis, il y a aussi une nouvelle formule que l'on a développée à partir de l'année dernière. Ce sont les ventes complètement délocalisées. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de venir vendre du matériel d'un entrepreneur directement sur site chez lui, ou pourquoi pas sur une de ses plateformes, sur un chantier, à la fin d'un chantier, pourquoi pas. On est capable, à condition qu'il y ait un certain volume, bien évidemment, C'est un appel, ça. entre autres, on est capable de venir sur site et organiser une vente avec le marketing, les inspecteurs qui se déplacent, qui font la mise en ligne. Et après, on enchaîne comme une vente classique. Et le jour des visites, puisqu'on a des jours de visite, c'est le personnel Ritchie qui est sur place. Donc, le volume critique ou la valeur critique, de quel ordre donner pour donner une idée? alors, on a développé ça depuis 2024.
On a Vous fait, avez déjà du recul dans les matériels de TP? alors pas dans le matériel de TP, on s'est lancé dans l'agricole et notamment avec Oui. les ETA, les entreprises de travaux agricoles qui souhaitaient se restructurer ou cesser leur activité. On a fait 4 ventes de ce type-là cette année en 2025. Et si vous voulez, aujourd'hui, allez, voilà, à partir il faut que ça dépasse le 1 000 000 d'euros d'estimation. Mais on est capable, effectivement, nous, de faire ces ventes délocalisées. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est quelque chose qu'on voudrait développer. On l'a fait encore une fois dans l'agri et on aimerait le dupliquer dans d'autres métiers, notamment la construction. Ouais. Et pour tous, l'occasion, c'est plus d'agilité, plus de disponibilité. Absolument. Ouais. Vous confirmez? Absolument, oui, oui, absolument, ce sont les intérêts, oui. Merci à vous. On l'aura compris, il est possible de dynamiser son parc dans les circonstances actuelles. On ne se limite pas uniquement au matériel, on raisonne de manière plus globale en prenant en compte des considérations techniques, technologiques, environnementales et réglementaires. Merci messieurs, merci à Merci. vous Je vous de remercie. nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine réunion de Chantier de France.